Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous voulez faire un tourisme spirituel, lisez ce carnet de voyage. Vous y découvrirez un Dieu et des mœurs. Mais où sont les hommes dans cet empire où le silence semble être la devise, religion et tradition? Quand vous nous tenez, foi ou mauvaise foi, en tout cas, la raison s'en mêle et arme l'auteur d'un esprit tranchant qui exorcise certains démons, fanatisme, clanisme, mariage forcé ou excision. Un Dieu et des mœurs, un chapelet entre nos mains, un chapelet d'entonnoir. Égrenons-le avec l'auteur invité de Belle Ligne, Elgas, bonsoir. Bonsoir, Papa Léo. Vous êtes écrivain, docteur en sociologie, docteur également en sciences politiques. Difficile retour au pays natal pour un digne fils qui semble étranger à son territoire. Oui, c'est assez bien résumé. Oh, pas difficile retour. Je dirais que le retour au Sénégal, à chaque fois, est un retour plein d'affection, Oui. plein d'impatience, parce qu'on a envie de redécouvrir des odeurs, des senteurs, des lieux, des personnages, des amis, des attaches. Et donc, à chaque fois qu'on a la perspective, en fait, de rentrer au Sénégal, on est dans une petite excitation. Et cette excitation, elle ne me quitte pas. Elle a été là pendant le séjour qui me conduit sur votre plateau aujourd'hui. Elle a été là aussi dans, on va dire, le déclenchement de ce qui a produit cet ouvrage dont on parlera aujourd'hui. Difficile retour dans la mesure où peut-être que certaines choses qu'on avait tendance à oublier, à mettre sous le tapis, que l'éloignement avait tendance à dissiper en quelque sorte, à rendre, on va dire, pas très familier, reviennent comme ça en boomerang, dans une certaine forme de violence, dans une certaine forme de résonance qui nous laisse parfois pantois et qui nous écrase. Oui. Et c'est ce que j'ai voulu un peu raconter. Et puis vous l'avez dit dans votre introduction, ces dualités-là, foi, raison, vous avez parlé de fanatisme, vous avez parlé d'immobilisme, vous avez parlé d'excision. En fait, l'ensemble des pesanteurs traditionnels qui constituent, je crois, la trame et la matière littéraire de beaucoup de livres sénégalais. Et je n'ai pas dérogé, je veux dire, à cette tradition critique. Peut-être que ce que j'apporte en plus, c'est l'identification précise de deux choses, de deux matrices auxquelles j'attribue, voilà, l'immobilisme, la raison explicative en fait de l'immobilisme au Sénégal, c'est la tradition dans ce qu'elle a, on va dire, de très très arriéré, de ce qu'elle a de persistant, dans ce qu'elle a d'étouffant pour la création et pour le génie humain. Et puis la religion dans ses abus, ses dérives, et je prends cette précaution à chaque fois parce que nous sommes dans un pays où la foi est importante. Mon ambition, ce n'est pas de froisser les gens, c'est justement de dire que la religion doit aider l'homme à s'épanouir. Quand il explique sa misère, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème-là sur lequel je m'arrête et que je plante la plume, comme on dit souvent. Et vous l'aviez bien fait d'ailleurs. Quand je dis le mot étranger, ça me plaît bien et ça rappelle un peu un livre de Camus, Étranger. Et il suffit tout simplement de remplacer maman par la société sénégalaise pour s'identifier un peu à mort seul. Vous mourrez seul. Alors, le parallèle audacieux, je vous laisserai la paternité de ce parallèle, mais je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. La figure de Meursault est une figure, on va dire, très étrangère, très baroque, très singulière. Un homme dépourvu d'affect, des affects spontanés qui caractérisent, on va dire, les individus. Et un individu qui, on va dire, ressent les choses de manière parfaitement différente et de manière parfaitement curieuse, mais qui est quand même un spécimen de l'humanité, parce que nous sommes dans un monde où il y a toutes les espèces qui cohabitent, et je pense que les hommes sont beaux ensemble, en quelque sorte, à partir de leurs différences. Alors, c'est une phrase bateau, un peu générique, mais je pense que c'est très vrai. Et à travers la figure de Meursault, il y a la prétention à saisir quelque chose de l'ordre d'une certaine nature, on va dire, de l'absurdité de la vie, en quelque sorte. Parce que Meursault, pour aller un peu plus dans l'histoire, il finit par être condamné. Et à son procès, il est parfaitement étranger à ce procès. Et les rares remords qu'il éprouve, c'est une fois qu'il est un peu dans sa cellule et qu'il pense au ciel étoilé, à l'été et à sa mère. Donc Camus, qui est un auteur
majeur, qui est un auteur central, je veux dire, pour beaucoup d'autres auteurs, parce que c'est un sanctuaire, arrive justement à comprendre la mécanique un peu des émotions, et à travers ce personnage fictif, il capte à la fois une époque et il distille un message. Alors, je suis loin d'être aussi doué que Camus, je pense que je ne serai jamais, mais l'ambition en tout cas, c'était d'inviter une certaine forme de vérité dans le récit, une certaine vérité dans le texte. Et un pays, je pense qu'on n'a pas besoin de lui suriner et de lui affirmer à chaque fois qu'on l'aime. Je pense que l'amour, dans le cas des pays, se passe de preuves, on va dire, exclamatives. On peut aimer un pays et être parfaitement décent parce qu'à chaque fois qu'on le proclame, on tangue un peu du côté du nationalisme, et le nationalisme, c'est l'inverse du patriotisme. Oui. Je pense que mon amour pour ce pays, je veux dire, a été d'ailleurs l'acte fondateur de mon livre, parce que c'est un pays que je ne supportais pas tel quel. Si on n'aime pas un pays, il y a un sentiment qui est beaucoup plus commun, c'est l'indifférence. Il y a de l'amour. Mais il y a forcément du regret, beaucoup de regrets d'ailleurs. Bon, continuons les analogies. Vous n'êtes pas comme Dubélé qui a exprimé ses regrets quand il va aller à Rome pour voir un peu son oncle Jean Dubélé. Vous n'êtes pas aussi Ulysse, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Pénélope, je ne pense pas, qui t'attendrait. Mais est-ce que le regard a changé? Parce que ce livre a été écrit depuis. Est-ce qu'aujourd'hui le regard a changé? J'aurais aimé que l'enchaînement des choses rende caduque le livre ou le disqualifie, parce qu'on aurait en quelque sorte passé cette étape, on va dire, douloureuse. Mais malheureusement, chaque fait d'actualité trouve quasiment une porte d'entrée, une porte de lecture dans mon livre. Donc le livre, malheureusement, est très actuel. Je pense qu'aucun de ces sujets n'est sorti, on va dire, de l'agenda médiatique. Et qu'à chaque fait divers, à chaque fait d'actualité, on a peut-être un rattachement avec ce que je décris, parce qu'il y a une certaine forme de matrice et de paradigme. Et je pense que les bonnes initiatives sont nombreuses. Il y a des gens de bonne volonté partout dans ce pays, il ne faut pas l'oublier, qui se battent pour essayer de faire émerger une société ouverte, plurielle, progressiste, une société où on prenne l'individu en compte, tout en n'abandonnant pas toute la chaleur communautaire et affective qui est aussi un pilier de cette société. Mais malheureusement, il reste encore cette pesanteur terrible, et je pense qu'il faut oser un acte de courage et un acte de dissidence. Et l'acte de courage et l'acte de dissidence, ce n'est pas juste des gadgets pour essayer de faire de l'esprit critique une tradition qui n'a pas prise dans la société. Non. L'acte de courage, c'est oser parfois affronter des tabous, parce que c'est uniquement en nous regardant, je crois, en étant dur, exigeant, critique pour essayer de faire émerger, de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, qu'on y arrivera. Vous parliez de Joachim Dubélé. Dubélé, je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais un professeur qui s'appelait Mohamed Lamine Diaw, qui était un grand admirateur de Dubélé et de ses regrets. Mais Dubélé quitte son Anjou natal, un français très doux, parce que l'Italie, à l'époque, était, on va dire, le centre merveilleux, spirituel de l'Europe. Il y va, mais l'ambition est déçue. Et quand il rentre, il fait ce recueil-là, les regrets. Sans doute, le parallèle peut être juste. Il y a un peu de regret, un peu d'amertume, un peu de nostalgie, parce que je pense que quand on part en voyage, on emporte dans son cœur et dans sa valise une part de son pays. Et quand on revient, on a parfois envie de le retrouver, changer mais en mieux. Mais malheureusement, chaque voyage me montre que les choses n'évoluent pas. Les richesses au Sénégal sont captives d'un petit nombre d'ailleurs qui ne sont pas souvent sénégalais. Et puis, l'extraversion, du pays, le condamne. Il y a plusieurs pays fracturés. Même à Dakar, on voit des murs, on va dire, sociaux entre quartiers. Et la morphologie, le profil démographique, le profil économique, le profil, informel, et même ce que j'appelle l'informalisation, c'est-à-dire l'hybridation entre le secteur formel et le secteur informel, ne promettent pas, on va dire, des lendemains qui chantent pour ce pays. Et je pense que nous sommes à un carrefour important. Si on rate le bon virage, on en a encore pour 10, 15, 20 années d'instabilité, parce que la stabilité d'ailleurs dont on parle est une stabilité, on va dire, entre guillemets, électorale. Et ce n'est pas parce que les gens ne manifestent pas violemment
leur désir d'émancipation, leur désir d'appartenir à la caste, en quelque sorte, qui jouit des privilèges, qu'ils ne sont pas en colère. Il y a une certaine forme de frustration dans la population, de résignation, qui n'est pas à l'abri un jour d'exploser. Et quand ça explose, c'est souvent à la faveur ou à la défaveur de quelques incidents géopolitiques, de quelques brèches ouvertes, de quelques faits d'actualité. Et pour éviter tout cela, on ne peut pas se reposer uniquement sur un grand mythe légendaire sénégalais, c'est-à-dire bon, les confréries, les religions, nous préserve du mal, parce que dans tous les pays où ça a explosé, je veux dire, il y avait des confréries, il y avait des autorités morales. Ce n'est pas un gage. Le gage, c'est l'intelligence des hommes et des individus. C'est comme ça qu'on cultive, je crois, la paix. Vous parliez de frustration. Mieux, il y a urgence, parce que vous l'écrivez. Dès l'atterrissage du vol AF 718 du 24 juillet 2013, en provenance de Paris à l'aéroport de Dakar, je savais que de vacances, il ne serait pas question. Il y avait une urgence sociale, une urgence grave, hélas dévaluée par la société entière, qui accepte qu'au nom de la tradition, de la pauvreté, on compte les morts, les malades, ce que le dénuement inflige au corps et aux esprits, avec toujours la jovialité d'un renoncement comme façade de diversion. La vue du cadavre social n'a sommé de faire un choix, sûr que j'ai vu et sûr que je pense, et de le raconter à ma manière. La part de subjectivité est totalement assumée. Je ne prétends pas dire la vérité, parce qu'en quelque sorte, la vérité, elle n'existe pas. C'est quelque chose de très abstrait. Je veux dire, je pense qu'on a une lecture de la vérité. On a une perception de la vérité. On a une vision de la vérité. Et cette vérité-là, c'est que j'atterris dans un pays où j'ai envie, comme tout le monde, d'aller dans les endroits, on va dire, festifs sénégalais. Il y en a. Il suffit de longer la corniche pour avoir des motifs de satisfaction, parce qu'il y a d'ailleurs un style d'évolution très occidentalisé, en quelque sorte, qui est devenu le lieu, le bastion, je veux dire, des fêtes et des joies citadines, en quelque sorte. Mais si on regarde sa terre d'origine sous le prisme de ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans le piège de la comparaison? C'est un piège naturel, mais je ne pense pas qu'on tombe dedans, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, quand je parle d'excision, quand je parle des enfants des rues, mariage forcé, lévira, statut des femmes, pauvreté, non, ce n'est pas des regards extérieurs. Ce sont des regards que tous les Sénégalais portent. Tous les Sénégalais. Tous les Sénégalais, vous leur demandez quel est l'état de leur pays, ils ont conscience que ce pays est pauvre, miséreux, qu'il a des problèmes. Ils ont certes de l'espoir, ils ont certes de l'amour, mais ce n'est pas un portrait qui est fait à partir de l'extérieur. Prendre du recul par rapport à une avancée, je veux dire, de tous les gens, faire un pas de côté, c'est mieux saisir, on va dire, la réalité globale. Donc, en quelque sorte, non. En quelque sorte, c'est un procès, je pense, qui m'est fait. C'est un procès d'aliénation, c'est un procès, je veux dire, de disqualification. Parce que si on n'attaque pas, on va dire, le texte dans ce qu'il dit, on peut essayer de disqualifier l'auteur. En essayant d'expliquer qu'il n'est pas d'ici, qu'il a changé sa culture pour une autre culture. Non. Je pense que les voyages dessillent les yeux, les ouvrent, leur permettent d'embrasser une nouvelle forme de réalité. Mais n'importe quel Sénégalais à qui vous tendez le micro sait qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ce pays. Et les exemples les plus pathétiques, c'est les exemples de beaucoup de gens qui quittent ce pays. L'actualité vous donne raison. Et l'actualité le montre. Et encore, ça, c'est la version la plus tragique. Mais il y a une version, on va dire, médiane. La pauvreté, je veux dire, presque admise, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a un rapport au Sénégal à la fois de sacralisation des valeurs, mais aussi de détestation secrète des valeurs. C'est-à-dire, on semble aimer le pays dans des proclamations, mais on ne l'aime pas dans les faits. Parce que quand on aime véritablement, je veux dire, un pays, on essaie de le transformer, d'en faire quelque chose de meilleur. Ce qui n'est pas le cas. Il y a un immobilisme qui ne satisfait qu'un statu quo, un statu quo qui ne profite qu'à quelques-uns. Et la masse est en train de végéter, en quelque sorte. Et je pense que c'est important de l'amener sur la table. Que le procès vienne d'un jeune étudiant qui est parti faire ses études en France, qu'il vienne de quelqu'un qui est à Koubana ou qui est le village où j'ai un peu grandi, je pense que c'est strictement la même chose. Il ne faut pas attaquer, on va dire, l'origine géographique de celui qui écrit, mais attaquer et lire ce qu'il écrit. Vous vous attaquez à deux tutelles, deux sœurs siamoises, il faut le dire, la tradition et la religion. Qu'est-ce qu'elles ont fait à la société? Alors, ce sont les matrices explicatives, ce sont les paradigmes, on va dire, généraux. C'est-à-dire, la religion,
en l'occurrence l'islam, qui est la religion dominante au Sénégal, Oui. est une religion qui n'est pas uniquement une religion. C'est un esprit social, c'est un dogme, c'est aussi une législation. Donc c'est un tout qui explique la vie. C'est-à-dire quand on cherche des explications à la vie, l'islam fournit un kit d'explications à la vie. Donc, voilà. Donc quand les gens adhèrent à une foi, c'est très très bien. Quand les gens sont pieux, c'est excellent. Mais la piété n'est pas le fanatisme. Il y a un fossé. Il y a un fossé. Oui. Et justement, quand on est dans la piété, on est dans l'exaltation des valeurs humaines, de partage, de sobriété, on va dire une vocation religieuse qui est parfaitement d'ailleurs intéressante dans l'appréciation de la rationalité, dans ce qu'elle devient, même dans la philosophie, je veux dire. Mais quand on est dans le fanatisme, on est dans l'exclusion, on est dans l'exclusif, et donc on est dans la violence. Est-ce qu'on est dans le fanatisme? Oui, je le dis, il y a une formule que j'utilise dans mon livre, il y a le fanatisme mou. Le fanatisme mou qui se différencie du fanatisme violent. Les excroissances djihadistes qui prolifèrent un peu dans le monde, et l'Afrique est devenue d'ailleurs un territoire de choix dans l'expansion de la pensée djihadiste. D'ailleurs, dans sa violence, au Mali, au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, et maintenant même au Mozambique, en RDC. Je veux dire, la prolifération, c'est une métastase comme ça, continue, qui prolifère le cancer dans la région. Donc il y a du fanatisme partout en Afrique, fanatisme violent. Ça, tout le monde le combat en quelque sorte. Mais au Sénégal, c'est relatif, parce que le Sénégal est quand même un paravent par rapport à ce qui se passe ailleurs. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Si jamais on n'est pas à l'abri d'un chaos géopolitique. Oui. C'est-à-dire le fanatisme, on va dire le fanatisme violent expliqué par plusieurs facteurs. Il y a des facteurs sociaux, de pauvreté, de déshérence, de misère qui conduisent beaucoup de jeunes à y aller. Il y a des facteurs aussi religieux. Et très souvent, on minore ce fait-là. Le facteur religieux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à l'islam dans sa version littérale, pour qui la charia n'est pas un tabou, pour qui une certaine forme de violence d'exécution n'est pas un tabou. C'est-à-dire quand on décapite quelqu'un, pour certains, c'est quelque chose qui est parfaitement expliqué, parce que c'est leur religion qui le dicte. Donc l'assentiment religieux, en quelque sorte, ne peut pas être balayé de la table. Et le fanatisme, c'est un processus. On commence par un fanatisme mou, celui qui m'intéresse, celui qu'on observe au Sénégal. C'est un fanatisme qui n'autorise pas, je veux dire, la liberté des individus. C'est-à-dire, fanatisme, il n'y a pas de débat intellectuel, il n'y a pas de remise en question. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment matérialiser ces définitions? Fanatisme mou. Fanatisme mou, je veux dire, l'esprit de création et l'esprit de critique, je veux dire, de la religion, même le droit au blasphème en quelque sorte, c'est quelque chose qui est, on va dire, une mesure. Mais ça ne suffit pas. On va voir juste qu'est-ce qu'on n'a pas envie de critiquer au Sénégal. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de remettre en question. Qu'est-ce qu'on ne peut pas surtout remettre en question. Mais la religion, elle est dogmatique, non? Oui, la religion, elle est dogmatique. Oui, mais justement, est-ce que la religion dogmatique est producteur de richesse et producteur d'avancée, de progressisme? Est-ce que ça permet aux gens de sortir de leur misère? C'est la question à laquelle il faut essayer de répondre. C'est pourquoi c'est important. Parce que si on dit juste la religion, c'est une entité impersonnelle, oui. Mais la religion n'existe que parce que les hommes pratiquent. Oui. Si les hommes le pratiquent bien, encore faut-il définir ce que c'est que bien. Mais si les hommes en abusent en quelque sorte, je veux dire, dans une vision restrictive de toutes les libertés, mais beaucoup de gens le disent, la classe intellectuelle le dit, souvent in petto. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Qui est, il me semble, caractéristique de ce qui s'est passé récemment au Sénégal. La mort du professeur Oumar Sankaré. Oui. Agrégé de grammaire. Il sort un livre. Un livre, c'est une offre de dialogue, une offre d'intelligence qui s'adresse, je veux dire, à la rationalité des individus. Oui. Sur les origines grecques du Coran. Oui. C'est une thèse, d'ailleurs, qui est répandue. Partout. Un Tunisien, Youssef Sedik, a écrit là-dessus. Il a eu aussi des problèmes en Tunisie, en quelque sorte. Mais Sankaré a été acculé. Il a été lâché par la classe intellectuelle. Mais pourquoi? Parce que c'est un tabou. Parce qu'il a blasphémé. Pas blasphémer, mais analyser, faire une analyse comparative, historique. J'aurais dit comme vous, mais les autres l'ont considéré comme du blasphème. C'est pourquoi ils l'ont acculé chez lui. Je vous donne juste un exemple. J'avais une petite sympathie pour ce qu'il a été, Idrissa Seck,
quand il a été victime en 2005 de ce que je trouvais être de l'arbitraire politique. Mais Idrissa Seck lui-même a attaqué le professeur Sankaré, avant lui-même d'être attaqué quand il a parlé de Baka et de Maka. C'est pour vous dire que personne n'est immunisé par une certaine forme de gangrène silencieuse. Et les gens ne font même pas dans la censure, ils font dans l'autocensure. Ils n'osent plus aborder ces questions-là. Alors que je pense que si on se prémunit de pédagogie, de respect, de courtoisie, de cordialité, et qu'on considère que les Sénégalais ne sont pas des millions, on va dire, de nervis qui vont nous fondre dessus, on peut créer les conditions d'un dialogue intelligent. Parce que la religion peut aider l'homme, mais elle l'aide uniquement quand elle ne l'empêche pas de prétendre s'élever. Et je pense que c'est, je crois, l'équilibre qu'on n'arrive pas à trouver actuellement au Sénégal. Mais c'est le cas au Sénégal, parce que le Sénégal, on a un islam confrérique. Oui. S'attaquer à l'islam, pas s'attaquer. Remettre en cause l'islam, c'est remettre en cause également les confréries. Parce que l'islam a été porté par des confréries, des voies divergentes, certes, mais qui mènent à un même destin. Mais la définition simple de l'islam, Elga, c'est la soumission. Oui, mais c'est ça, c'est toute la question. À partir de quand on est dans la paix, à partir de quand on est dans la soumission, à partir de quand on est dans le fanatisme, à partir de quand on est dans la violence. Les frontières sont tenues. Les frontières, il y a des porosités. Il y a des porosités et il appartient, il convient surtout aux hommes, justement, de faire des frontières beaucoup plus étanches. Et c'est pourquoi c'est toute la problématique, d'ailleurs, dans tous les pays islamiques. Dans tous les pays où l'islam est la religion d'État, ce n'est pas des pays ni de démocratie, ni d'ouverture, ni des pays de pluralisme. C'est un tableau sombre quand même. Oui, c'est un mais tableau... ce qui se passe dans les démocraties occidentales également, il faut relativiser la liberté. Oui, mais il faut arrêter de prendre l'Occident pour le modèle, à partir de quoi on essaie de comparer. Surtout, il ne l'est pas. Oui, il ne l'est pas, absolument pas. L'Occident a ses problèmes. Mais justement, l'Occident a ses problèmes. Et l'Occident a fait un grand effort. Peut-être, je pense, qui pendant longtemps, je vous invite, si vous avez le temps un jour, de lire le livre de Sophie Bessis qui s'appelle « L'Occident et les autres ». Explique l'histoire de la domination du monde, en quelque sorte, par la matrice occidentale. Ça me rappelle un peu le choc des civilisations. Oui. Ce ne sont pas des œuvres téléguidées, je pense. C'est ça. Huntington, je ne pense pas que ce soit téléguidé, je pense que c'est une offre d'analyse, en fait. Tout simplement des rapports et des chocs, on va dire, civilisationnels. L'Occident a eu un seul mérite peut-être, c'est-à-dire, ils se sont critiqués violemment. Ils ont critiqué leur religion. Ils se sont critiqués. Ils ont fait le travail de se regarder dans un miroir et de se trouver laid, moche et de se critiquer. Et je pense qu'on forge comme ça l'esprit de critique. C'est qu'on ne se considère pas... Vous savez, si vous regardez la philosophie occidentale, vous regardez ce qui se passe en Allemagne avec toutes les écoles de philosophes qu'il y a, ce qu'ils ont remis en question et ce que ça a été comme combat intense, je veux dire. La France a décapité un roi et une reine pendant sa révolution. Mais la guerre des religions qui a duré 30 ans au XVIe siècle. Exactement. Et tout ça est le produit d'une évolution où les gens ont osé, où les gens ont fait des critiques. Donc il ne faut pas prendre l'Occident dans un temps et le figer dans une certaine forme de modèle global. L'Occident a ses tares, a ses problèmes, comme toutes les sociétés, mais n'empêche, aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent encore aller parfois en Occident parce qu'il y a la différence économique. Et la différence économique n'est que la sanction, en fait, d'un trajet et d'une trajectoire politique. Et la trajectoire politique, nous ne la prenons pas pour l'instant. Parlons de la tradition et surtout cette relation qui existe entre la tradition et la société. Qui subvertit l'autre? Je pense que j'avais parlé sur RFI d'une co-tutelle. D'une co-tutelle bicéphale. Bicéphale avec deux têtes. Oui. Avec au début la religion. Parce que la religion a réussi, au fur du temps, à convertir la tradition. Voilà. Il y a un syncrétisme. Il y a un syncrétisme, mais il y a un syncrétisme où la hiérarchie est dominée par la religion. Oui. Et d'ailleurs, vous parliez de confréries tout à l'heure. Les confréries, pendant très longtemps, on les a perçues comme une forme d'islam noir. Si vous regardez le mouridisme, les travaux de Daniel Cruz O'Brien, qui a été un des grands, je veux dire, africanistes sur cette question-là, on parlait de ça, l'islam noir. L'islam noir qui est caractérisé par des valeurs traditionnelles, des valeurs de hiérarchie, des valeurs de soumission, et même, je veux dire, le système d'Indigel, je veux dire, c'est une appréciation, on va dire, un peu dérivée de la zakat, en quelque sorte. Donc c'est quelque chose d'important, je veux dire. La tradition
est structurante dans une certaine mesure. Mais c'est juste l'abus dans la perpétuation traditionnelle. Et je liste des faits. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde montre que pour des raisons purement sanitaires, sans même parler des raisons de mutilation, je veux dire, exciser une femme, c'est un problème. Un gros problème. Un gros problème, les que gens tout le monde dénonce. Voilà. On dénonce Voilà. ce fait-là. Mais on dénonce ce fait-là, mais l'assentiment traditionnel pour ce fait-là dans les zones où la pratique a encore cours est très fort. Mais la tradition est différente de la religion. La tradition, mais justement, vous regarderez des pays où l'excision se fait le plus. Vous serez surpris de découvrir que l'excision se pratique beaucoup, à hauteur de presque 70 ou 80%, en Égypte et en Indonésie. L'Indonésie, c'est le plus grand pays musulman. Les gens l'oublient en termes de démographie. Voilà. Donc, si tu veux, ça veut dire en quelque sorte que la religion, parfois, peut avoir une tolérance pour ce fait-là. Si la religion l'interdisait purement et simplement, l'excision ne Mais la n'existerait religion pas. l'interdit. Autrement dit, la religion vient après la tradition. On va dire Il y a la tradition avant. Oui. La religion après. Oui. Mais la religion essaie un peu d'enlever tous ces mots laissés par la tradition. Vous pensez que la religion est un agent nettoyant de la tradition? Je ne le crois pas Moi, oui, véritablement. mais si on prend tout simplement le cas du Sénégal, il y a, d'ailleurs, parlons du gamou par exemple. Oui. La célébration Oui. était un peu animiste. Oui. Le gamou est venu Oui. pour essayer un peu de changer la manière dont on organise le gamou. Oui. Autrement dit, essayer un peu de changer certains aspects traditionnels tout en... C'est le rôle de la religion. C'est très amusant parce que c'est une lecture qui est d'ailleurs une lecture de beaucoup de tenants du wahhabisme. Le wahhabisme, qu'est-ce qu'il explique? On arrive en Afrique, ce sont les animistes qui ne croient en rien. Les tièdos. Les tièdos, oui. voilà, qui ne croient en rien. Et nous, on arrive, on les civilise. Oui. C'est le discours colonial La religion, et colonial. oh, mais bien sûr. Oui, mais c'est ce que je... c'est ce Avec que je- les Almoravides. C'est ce que je vous dis, c'est que c'est un discours colonial et la colonisation, c'est une forme de violence. Et dire cela, c'est prétendre que toutes les valeurs traditionnelles, en quelque sorte, ne peuvent pas composer avec les valeurs religieuses. Et les valeurs religieuses, justement, ont l'intelligence de s'adapter parfois. Et justement, elles s'adaptent en pactisant avec certaines valeurs traditionnelles. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous ai posé cette question-là, qui me paraît essentielle. Si aujourd'hui la religion marquait noir sur blanc, je veux dire, que l'excision est interdite, que celui qui le fait, je veux dire, risque la charia, vous pensez qu'on aurait les chiffres affolants sur l'excision? Mais la religion ne tolère pas l'excision. Mais ne tolère pas l'excision? Non, elle interdit. Ah, ça, je demande. L'excision, c'est une pratique traditionnelle. Ce n'est pas une pratique religieuse. C'est pourquoi Il y a une différence. Mais comment vous expliquez que dans les pays religieux, les pays musulmans, à grande majorité musulmane, que la pratique soit tolérée? C'est juste s'il y a un interdit formel. C'est la question que je vous pose. Mais et je vous ai donné l'exemple de l'Égypte, de l'Indonésie. Et je peux même vous donner l'exemple, l'élection c'est beaucoup pratiqué aussi dans la religion Peul aussi, qui ont été les propagateurs, dans une certaine mesure, de l'islam, je veux dire, en Afrique. Je veux dire, il y a l'excision quasiment dans beaucoup de communautés traditionnelles, à l'exception de quelques-unes. S'il y avait l'interdit religieux qui était formel, qui était connu de tous et tout le reste, vous admettrez qu'il y a au moins une contradiction, une curiosité. Comment un fait interdit, je veux dire, demeure pratiqué jusqu'à aujourd'hui, alors que les gens en appellent justement à leur tradition, à leur fierté parfois religieuse. Mais Pour vous êtes l'expliquer. d'accord avec moi que l'excision, c'est un fait traditionnel. Oui, oui. ça, je suis parfaitement, Oui. je suis parfaitement d'accord. C'est pas un dogme coranique, c'est Oui. pas une stipulation religieuse. C'est pourquoi c'est pourquoi j'ai utilisé le mot tolérer. Je pense que c'est important. Alors, entre une interdiction et une tolérance, je pense qu'il y a un fossé. Et c'est là, il me semble, qu'il y a un grand espace gris où on peut mener la réflexion. Mais c'est très très important. Je vous invite à regarder là la chronologie. L'excision ne naît pas comme ça. L'excision naît parce qu'il y a un patriarcat, parce qu'il y a un empêchement du bonheur féminin, parce qu'il y a aussi un appel à la sagesse qui est antiféministe, sexiste. Et le statut de la femme, que ce soit dans la tradition, dans la religion, en quelque sorte, n'est pas si reluisant. Et on pourrait discuter de ça pendant très très longtemps.
Parce que nous sommes dans un patriarcat, je veux dire d'obédience parfois religieuse et d'obédience aussi traditionnelle qui explique et qui statufie, on va dire, la femme dans un rôle secondaire. Alors que, je veux dire, on peut même trouver de magnifiques passages sans doute dans la religion qui magnifient la femme. Avec Marie. Voilà. Mais la sacralisation de la femme n'est pas pour autant son immunité ou son immunisation contre justement les discours qui le dominent. Toutes ces subtilités qu'il y a à la fois dans les textes religieux et dans le corpus traditionnel, il me semble que les militants du féminisme, dont je ne suis pas, je préfère laisser la tâche aux femmes, doivent l'investir un peu plus profondément. Mais ce sont des sujets, je suis ravi de pouvoir en discuter avec vous dans cette émission, sans effusion, en totale cordialité. Si on arrive à discuter comme ça et à aller prendre des verres après, à discuter de football, à discuter de politique, je pense que nous aurons fait un pas dans l'émergence d'un espace pluriel. Mais je ne suis pas sûr que vous puissiez le faire dans certains espaces. Malheureusement, le temps est fini. 30 minutes, ça passe vite. Le débat est intéressant. En tout cas, Elgas, malgré vos contraintes temporelles, merci d'être là. Merci beaucoup. À bientôt. Une lamelle en ce qui concerne l'écriture. Un Dieu et des mœurs, publication de Elgas El Souleymane Gassama depuis 2013-2015. Mais le livre résiste au temps parce que les thèmes sont tellement saillants, son écriture est vive comme son surnom d'ailleurs. Elgas, c'est une lamelle. En tout cas, merci chers téléspectateurs de suivre Belle Ligne. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. À la réalisation, il y avait Mas. Pour les belles images, il y avait Babacar et Cheikh Diop. Merci également à Ibamar pour le son. Bonne suite des programmes sur ITV.